Jean... Tu veux dire un petit mot, Alain, avant de poursuivre la deuxième séquence de cet après-midi? Pour annoncer la venue donc, de M. Philippe Allouche, directeur de la Fondation pour la mémoire de la Shoah, fondation qui aussi nous a aidés depuis le début. Il y a plusieurs représentants ici, notamment Alice Tachman, que je vois entre deux têtes, je la vois. Là aussi, hein, depuis le premier jour, ces personnes-là nous ont soutenus, c'est fantastique. Je rappelle donc que nous allons maintenant assister à une conférence passionnante pendant environ 40-45 minutes, que va donc animer Madame Annette Viavorka, que vous connaissez, historienne, chercheure au CNRS, auteur de très nombreux ouvrages. Et je vais d'ailleurs lui demander de nous rejoindre. Ensuite, Madame Annette Viavorka, s'il vous plaît. Auteur de nombreux ouvrages, dont le dernier chez Albin Michel, qui est sorti il y a quelques semaines. Voilà. Voilà. Je disais que j'étais un peu embarrassée parce qu'on n'a pas l'habitude d'appeler comme ça nos collègues, mais je vais le faire. Donc, c'est Alain, que tout le monde connaît. Voilà. Oui, Alain, voilà, Alain de Toledo. Il faut qu'il vienne. Alain, tu nous retrouves. Quand Alain, qui est le grand ami d'Henriette Asseo, qui a joué un rôle aussi important, je crois, dans cette affaire, est venu exposer ce qu'était son projet, ça fait une dizaine d'années à peu près. Je dois avouer que je n'étais pas convaincu à 100%. Et c'est quelque chose d'extraordinaire de voir que... Je dis que c'est quelque chose d'extraordinaire de voir que ce travail a abouti, que nous aurons sous peu un livre, et qui est un ouvrage qui va être un réel apport à l'histoire à la fois des Juifs venant de l'ancien Empire ottoman, de leur émigration en France et de la façon dont, de France, ils ont subi tout à la fois le sort général des Juifs en France, avec des particularités qui étaient dues essentiellement à leur nationalité, dans les particularités. Voilà. Donc c'est Alain qui va d'abord exposer ce qu'est le livre, mais je crois que mes deux autres collègues peuvent aussi venir. Xavier Rotea, qui est docteur en histoire et qui est spécialiste de l'histoire de l'émigration ou de l'immigration de ces Juifs en France, et un sujet qui est trop mal connu et sur lequel l'apport qui est celui de Cory Goodstadt est capital, qui est ce sujet de la politique des pays neutres. Alors, c'est à Alain le premier. Oui, juste le temps d'installer la clé USB. Cette assemblée tout à fait impressionnante. J'avoue que je suis bluffé. Le temps d'installer deux mots, oui. Grand merci Annette Viavorka d'avoir accepté, et aussi merci pour son apport. Alors, bon, ça défile, donc on ne va pas pouvoir voir. Si vous avez bien regardé, juste avant, il y avait le titre de la journée et il y avait marqué « Mémorial des judéo-espagnols déportés de France ». Pour ceux qui lisent attentivement nos mails, il y en a peut-être quelques-uns dans la salle, ils auront observé qu'en fait le titre a changé. Au départ, c'était « Mémorial de la déportation des judéo-espagnols de France ». Alors, ça a l'air d'être une toute petite nuance, mais Annette Viavorka, c'est le travail de l'historienne, nous a fait remarquer qu'en tant que tel, les Allemands n'ont pas déporté des judéo-espagnols. Ils ont déporté des Juifs de Grèce, des Juifs de Turquie, enfin des Juifs qui avaient la nationalité grecque, des Juifs qui avaient la nationalité turque ou espagnole. Et donc, il y avait une ambiguïté dans le titre. Et pour nous, c'est exactement la méthode de travail qu'on
qu'on a voulu adopter depuis le début, c'est-à-dire à la fois, je dirais, quelque chose de mémoriel. On a eu des témoignages. Ah, voilà. C'est bien. On a eu des témoignages. Vous verrez tout à l'heure la liste des personnes que l'on a interviewées. Donc des personnes qui ont vécu cette période. Et notamment, on a eu, j'allais dire la chance. Non, c'est pas la chance, mais enfin, c'est quelque chose d'extraordinaire quand même que revenir de cet enfer, on a pu rencontrer 5 personnes, donc rescapées d'Auschwitz. Je parle des judéo-espagnols, bien sûr, donc, dans ce cadre-là. Malheureusement, certains nous ont quittés depuis. Excusez-moi, je suis un peu ému. Donc, confronter cette mémoire des témoins avec le travail des historiens. Il faut les deux, le témoignage direct, mais parfois la mémoire peut être défaillante, et aussi donc, le travail des archives. Mais le travail des archives ne donne pas toujours aussi le vécu des gens. Donc voilà, le mélange, l'articulation, pour être plus précis, entre les deux. Alors, si on peut revenir à la couverture, voilà. Déjà, je voudrais remercier à nouveau Serge Klarsfeld, parce qu'il a déjà quasiment tout dit. Alors, il faut expliquer une chose, parce que sinon le public ne pourrait pas comprendre, c'est que, certes, on a fait le pari un peu fou de remplir cette salle. Ce pari a été réussi. Nous avions fait un autre pari qui était de sortir le livre pour ce jour-ci. Bon, celui-là, il a un petit peu de retard. Mais j'ai donné à Serge Klarsfeld le brouillon quasi définitif. Et donc, c'est pour ça qu'il a pu le lire et qu'il a pu dire ce qu'il a dedans. Et aussi, il va nous aider à corriger peut-être certaines erreurs ou certaines choses. Donc toujours ce travail avec des historiens ou des gens qui connaissent bien l'histoire. Alors, elle a encore disparu, la couverture. On peut être chance, je ne sais pas ce qui se passe. Ah, pardon, c'est moi, mais je suis vraiment pas technicien. Alors, sur la couverture, enfin, à la limite, il n'y en a pas besoin. Donc, la première chose, judéo-espagnol. Judéo-espagnol, pourquoi ce nom Raïm l'a répété. On a normalement l'habitude de parler de notre communauté en tant que séfarade. Vous allez entendre tout à l'heure un groupe magnifique, Los Pacharos Sefaradis. La première association créée en France, qui existe toujours, Union des Israélites séfarades de France, UISF. Et donc, un petit changement d'appellation. On a parlé maintenant plutôt de judéo-espagnol plutôt que de séfarades, même si bien sûr les judéo-espagnols sont des séfarades. Alors, moi, je ne suis pas l'historien de service, les historiens vous expliqueront, mais pour moi, la chose est simple, c'est que quand je rencontre quelqu'un que je lui dis « je suis séfarade », on me rétorque « ah bon, alors ta mère te faisait du couscous ». Ma chère maman cuisinait très bien, mais elle ne m'a jamais fait de couscous. Donc c'est deux mondes un petit peu différents, avec toujours également des particularités, si l'on peut dire, à savoir qu'il y a des judéo-espagnols dans le nord du Maroc qui parlent la raquetilla, et ces judéo-espagnols-là ne sont pas inclus dans cet ouvrage
pour une raison simple, c'est que nous n'avions pas les compétences pour traiter ce sujet. Donc il faut savoir connaître les limites de ces compétences. Et donc là, on n'avait pas cette possibilité. Pour dire un mot dans le sens de ce qu'a dit Chaim Sephira, les gens qui disent que les séfarades, même d'Afrique du Nord, n'ont rien à voir avec la Shoah, ne connaissent pas l'histoire. Ne serait-ce qu'en France. Alors, on a dit les judéo-espagnols, plus de 5000, on verra ce que recouvre ce terme. Mais à la lecture de l'ouvrage de Serge Klarsfeld, j'ai trouvé au moins 2000 juifs d'Afrique du Nord vivant en France qui ont été déportés. Donc dire que les juifs d'Afrique du Nord n'ont pas connu la Shoah, c'est une aberration historique. J'en profite pour saluer, alors je ne le vois plus mais il est dans la salle, le rabbin Malka de la synagogue Saint-Lazare qui nous a fait l'honneur de venir. Et je vais maintenant... Ah, bon, bah, ça défile trop vite. Vous avez vu sur la couverture une carte postale. Une carte postale, ce sont les cartes qui sont envoyées de Drancy. Alors évidemment, il y a ici beaucoup de personnes qui écrivent des livres. Le choix de la couverture est toujours très délicat. Que mettre dans la couverture? Il faut trouver quelque chose de symbolique. Il nous a semblé qu'une carte envoyée de Drancy était tout à fait symbolique. En plus, c'est la carte de Yaakov Soulam, le père de Sabi Soulam, qui est dans la salle, qui est quelqu'un qui a fait un travail énorme dans l'association. Il y en a d'autres, bien sûr, mais Sabi nous a aidés. Il a travaillé comme bénévole, comme beaucoup d'autres, énormément. Ce qui nous a aussi beaucoup marqué, c'est que Yaakov Soulam, donc le père de Sabi, engagé volontaire en septembre 1939, déporté en septembre 1942, avec sur le timbre la photo du maréchal. Voilà, merci maréchal, comme il a dit, nous voilà. Eh bien, on peut le remercier de tout ce qu'il a fait pour les Juifs qui se sont engagés pour défendre la France. Je vais passer la parole aux historiens bientôt. Je voudrais raconter deux petites anecdotes. Je salue d'abord la présence de Michel Sard, qui a écrit un livre magnifique. Et ça aurait pu être le titre de cette journée, c'est-à-dire « Revenir du silence ». Revenir du silence. La première anecdote, c'est quand on a fait la première manifestation au mémorial, il y a un jeune homme qui s'est levé, je ne sais pas si Pandélis est dans la salle, il était souffrant, j'espère qu'il a pu venir, donc qui s'est présenté comme un jeune grec de Thessalonique, non juif, venant faire ses études à Paris, et une amie qui suit des cours d'espagnol lui dit ben, « Viens, je vais à l'INALCO, tu verras, c'est intéressant, etc. » Il rentre à l'INALCO, l'Institut national des langues orientales, et civilisation, il ne faut pas oublier la civilisation, et il voit un panneau « L'espagnol tel qu'on le parlait à Salonique ». Et là, il éclate de rire en disant « Qu'est-ce que c'est que cette histoire? On n'a jamais parlé l'espagnol à Salonique. » Voilà cette mémoire qui s'efface et qu'il faut toujours et toujours reconstruire. Une autre anecdote,
qui va rejoindre ce qu'a dit Miguel Lucas pour une autre raison. Beaucoup de gens ici le savent. Bon, malheureusement, le maire du 11e n'a pas pu rester et la maire de Paris n'a pas pu venir, mais vous savez, enfin tout le monde sait que la libération de Paris s'est faite par la 2e DB. Il faut toujours le préciser pour les plus jeunes. Ce qu'on sait moins, c'est que le premier char à être rentré à Paris s'appelait la Nueve. La Nueve était constituée de républicains espagnols. Ce sont eux qui sont rentrés les premiers à Paris. Et l'anecdote est la suivante. C'est qu'un journaliste vient interviewer ces valeureux soldats. Et alors, de quelle ville d'Espagne vous êtes? Madrid, Barcelone, etc. Donc il s'adresse à un soldat, et le soldat le regarde et répond « Moi, d'Istanbul ». Voilà la mémoire, encore une fois, qui s'oublie et qu'il faut travailler, travailler, travailler. C'est aussi le rôle des historiens. Je leur passe la parole. Je repasse la parole. Je repasse la parole. Passe la parole. Alain, c'est d'ailleurs très intéressant de voir comment les centres d'intérêt en histoire bougent. Et il y a peut-être aujourd'hui un moment salonicien et stambouliote, on dirait. Stambouliote. Pour la première fois, nous allons accueillir comme membre de la commission qui s'occupe de l'histoire et de la recherche à la Fondation pour l'art de la Shoah, une historienne thessalonicienne, Rika Benveniste, qui enseigne à l'université de Volos. Mais il y a une sorte de conjonction entre ce moment-là et le fait que nous allons porter un intérêt plus grand à ce qui se passe en Grèce et dans les Balkans en général, je l'espère. Bon, le travail d'histoire n'est pas exactement celui de la mémoire, hein, chacun le sait, on ne va pas gloser là-dessus maintenant. Et je vais tout de suite donner la parole à Xavier Rotéa, qui est le premier. Il a fait sa thèse, non pas sur les juifs séfarades, mais sur les tziganes. De temps en temps, ça, une jonction entre tziganes et saloniciens. Et il consacre maintenant son travail à l'immigration et à l'implantation en France des Juifs de l'ex-Empire ottoman, si je ne m'abuse. Voilà, donc à vous. Oui, alors donc la tâche qui m'a été confiée dans l'ouvrage que nous espérons que vous allez bientôt pouvoir découvrir a été de dresser un tableau de la situation des familles judéo-espagnoles de France dans l'entre-deux-guerres. Alors, bon, ça va être un petit peu le thème de mon intervention, mais avant de présenter les grandes lignes de cette situation, je voudrais répondre à deux questions qui sont légitimes et qu'on m'a fréquemment posées lors d'interventions précédentes. Alors, la première question, ça a été pourquoi dresser un tableau des judéo-espagnols de France avant la guerre, alors que le cœur de l'ouvrage porte, lui, sur les déportations? Et la deuxième question, sur quel document peut-on s'appuyer pour dresser ce panorama? Alors à la première question, là je répondrai en partant de mon rôle d'enseignant dans le secondaire. Alors je vois, voilà. Lorsque nous abordons la Shoah, je suis prof en collège, il n'est pas rare que certains élèves entendent parler des Juifs pour la première fois à ce moment-là, ou alors qu'ils n'aient qu'une vague idée de ce que le terme recouvre. Pour beaucoup, les Juifs apparaissent avec l'histoire du nazisme pour disparaître après dans les ténèbres de la Seconde Guerre mondiale. Alors revenir à la situation antérieure permet quand même de rétablir les Juifs dans l'histoire et de ne pas les cantonner au rôle de victimes. C'est une façon un petit peu de redonner un peu de vie avant et face à la volonté de mort qui suivit. Lorsque je montre la photo que vous avez là, c'est pas grand-chose, hein, c'est une photo qui a été prise à Nîmes en 1934, qui regroupe une grande partie de la communauté judo-espagnole nîmoise. Elle permet d'abord d'aborder la question
du côté de la vie. Et je crois que c'est toujours important de le faire, de dire qu'il existait un monde juif avant que celui-ci disparaisse. Et comme il n'est pas connu, il est important de le présenter. Et puis, faire des recherches un peu sur ce monde judéo-espagnol avant la guerre, c'est aussi rendre intelligible certains aspects du déroulement de la Shoah. Par exemple, quand on s'intéresse aux implantations des familles judéo-espagnoles à Marseille, mais on comprend mieux la vulnérabilité de certaines d'entre elles face aux rafles, notamment aux rafles de janvier 1943, quand on sait que la plupart de ces familles vivaient dans le quartier de l'Opéra, qui a été une des principales cibles de ces rafles. Pour la deuxième question, qui est celle des sources, alors je vais vous avouer qu'on n'a pas voulu dresser un tableau qui soit exhaustif. On a voulu mettre en avant quelques grands axes à partir d'exemples que nous avons étudiés dans notre groupe d'historiens de Muestros Desaparecidos. Alors c'est surtout aux archives de Paris, de Marseille et de Nîmes, et dans une moindre mesure de Lyon, que nous avons trouvé des documents. Ce panorama qui est incomplet de la situation sociale, économique et politique de ces familles, il nous a fallu nous appuyer sur des sources qui avaient jusque-là été pas énormément utilisées, mais qui sont souvent les seules sources disponibles si on veut s'intéresser aux familles judéo-espagnoles. C'est notamment celle du service des étrangers du ministère de l'Intérieur, c'est celle du service des étrangers de l'ensemble des préfectures, et puis les sources du ministère des Affaires étrangères. Alors, ainsi, plusieurs fonds d'archives ont été utilisés. D'abord, ce qui a été vraiment très utile, c'est les dossiers de demande de naturalisation. Alors, vous avez au tableau un exemple de présentation de ces dossiers de demande de naturalisation, parce que, à de très rares exceptions près, peu de familles judéo-espagnoles possédaient la nationalité française avant d'arriver en France, bien sûr, même si certains pouvaient bénéficier d'un statut de protégé français. Nombreuses furent donc ces familles qui voulurent acquérir au plus vite la nationalité française. Et les naturalisations débutèrent dès le début du XXe siècle, mais les lois de 1927 accélérèrent grandement le mouvement. Alors ces dossiers sont de véritables mines de renseignements. On a bien sûr tout l'état civil des familles, le niveau d'études, le niveau de richesse, la profession, les dates d'arrivée en France, les différents déménagements. Donc une étude méthodique de ces dossiers pourrait dresser un portrait quasi exhaustif de la situation des judéo-espagnols de France avant-guerre. Mais là, nous avons été confrontés à un obstacle. Nous ne sommes pas nombreux, le temps était compté, même si le temps que nous avons utilisé pour faire l'ouvrage a quand même été long. Mais des dossiers de demande de naturalisation, pour cette période, il en existe des millions. Et les familles juives de l'Est de la Méditerranée sont comme une aiguille au milieu d'une botte de foin composée de centaines de milliers d'Italiens, de Polonais, d'Espagnols, d'Arméniens et d'autres nationalités. Donc, on a dû s'appuyer sur d'autres sources. On n'a pas pu passer un par un tous les dossiers de demande de naturalisation. Alors, entre-temps et avec la Première Guerre mondiale, la surveillance des étrangers s'est accrue. Et pendant le conflit, les étrangers originaires de puissances considérées comme hostiles pendant la Première Guerre mondiale, et donc l'Empire ottoman, ont fait l'objet d'un contrôle drastique en France. Et le ministère de l'Intérieur demanda dès 1914 aux préfectures de fournir les listes nominatives des sujets ottomans. Alors là, ces listes, on a pu les consulter dans les départements où l'on a travaillé, et cela nous donne une indication précise de ce qu'on appelait les Israélites du Levant, et qui sont donc des Juifs originaires de Turquie. Cette surveillance des étrangers n'a pas faibli, elle n'est pas le fait que de la guerre. D'ailleurs, dès 1913 et jusqu'à la fin des années 20, les préfectures renvoient des états numériques des étrangers par nationalité. Cory, si tu peux mettre le... Voilà. Alors là, par exemple, c'est un extrait d'une liste que j'ai pu établir par rapport à ce recensement des Juifs, des Turcs de Marseille, et on voit que ce ne sont que des noms judéo-espagnols qui apparaissent à ce moment-là. Alors, ces sources administratives de la République française sont un premier corpus, et le deuxième est constitué par les archives de Vichy, qui sont très largement consultables aujourd'hui. La surveillance étroite de la population juive de France à partir d'octobre 1940 se traduit par la mise en œuvre de recensements et donc de listes très précises et détaillées. Ainsi, nous avons pu consulter les lettres de déclaration écrites par les familles juives elles-mêmes à partir de juin 1941.
Je crois qu'il y a un exemple là aussi. Là, vous avez l'arrêté relatif au recensement des Juifs pour la ville de Marseille et à côté la lettre de déclaration de Umberto Ventura qui décrit très précisément son état civil, sa profession, son niveau de richesse. Et ça, nous l'avons trouvé pour des centaines de familles, notamment à Marseille. Alors ensuite, on s'appuyait sur les différents recensements, sur les fichiers juifs lorsqu'ils ont été conservés. C'est le cas par exemple à Nîmes pour la préfecture du Gard. Et nous avons aussi pu consulter le fichier des entrées à Drancy, bien sûr. Alors tous ces documents nous ont permis de dresser cette situation, incomplète, je le répète, et que vous retrouverez dans l'ouvrage. Ces documents, nous nous sommes proposés de les mettre à disposition des familles lorsque nous le pouvions et lorsque nous en avons reçu la demande. Mais ils ont un inconvénient, tous ces documents administratifs, qu'ils soient de Vichy ou de la période antérieure, c'est qu'ils offrent une vision qui est statistique. Même si elle est assez nette, c'est une vision qui manque un peu de chair, qui manque d'âme en réalité. Aucun d'entre eux en fait ne peut décrire l'ambiance qui régnait à la rue Popincourt, les saveurs orientales, les bonneteries, l'accueil qui était réservé aux nouveaux arrivants à l'hôtel Beau Séjour à Marseille ou les parties de cartes au Café des Sports à Nîmes. Donc pour combler un petit peu cette froideur, nous nous sommes également appuyés sur des témoignages. Vous êtes un certain nombre dans la salle à avoir donné le vôtre. Donc des témoignages de survivants, des témoignages d'enfants cachés, qui décrivent en fait la vie d'avant, ce que les documents administratifs ne peuvent pas nous donner. Et généralement, les gens qui ont témoigné nous ont ouvert leurs archives familiales, leurs photos personnelles, et c'est eux qui ont donné un peu de chair à cette étude, qui ont pu reconstituer l'ambiance du monde judéo-espagnol d'avant-guerre. Donc à partir de ces sources, nous avons essayé de répondre à 4 questions. La première question, c'est pourquoi partir ? Donc, pourquoi ces familles partent du pourtour de la mer Égée, généralement donc des Balkans et d'Asie mineure? Pourquoi choisir la France pour s'installer? Où s'installer en France et pourquoi y faire? Et comment à la fois s'intégrer à la communauté juive de France et à la société française tout en gardant des traits qui sont propres. Alors là, c'était je reviens sur le propos un petit peu avant, ça c'est une liste qui a été tirée à partir d'une liste de commerçants juifs de Marseille établie dès 1940 et complétée en 1942 en jaune, vous avez le nom des personnes qui ont été déportées par la suite. Donc vous avez le style de magasin, l'adresse et le nom du propriétaire du magasin. Donc ce genre de document, par exemple, m'a permis de dresser le tableau sur la communauté de Marseille. Alors je reviens à ma première question. Je ne sais pas si... voilà. Pourquoi partir? Alors là, la photo a sauté, mais c'est pas grave. C'est des choses qui arrivent. Il y avait une photo de la famille Peraria de Salonique. Alors, pourquoi partir? Ça, c'est un débat que nous avons eu, qui a été assez important parmi les bénévoles, les historiens de Maestros Desaparecidos, parce que les témoignages amènent différentes choses et les documents en amènent d'autres. Donc, en fait, les documents sont quasiment muets sur les raisons du départ. Et les témoignages sont souvent un peu reconstruits. Alors, ce qui apparaît à travers les témoignages, ce sont des faits ponctuels qui pousseraient les familles au départ. Le rétablissement du service militaire, par exemple, pour les minorités dans l'Empire ottoman en 1909, le passage de Salonique sous domination grecque en 1912, l'incendie de Salonique, l'évolution, bien sûr, des frontières de l'Empire ottoman, la pauvreté qui toucherait de très nombreuses familles, ou, à contrario, la volonté d'établir des succursales pour les familles aisées qui sont parmi les premières à venir s'installer en France. Alors tous ces éléments apparaissent comme des déclencheurs, mais s'incorporent en réalité à un mouvement plus vaste qui trouve son origine dans les profonds bouleversements politiques, économiques et sociaux qui affectent les Balkans et l'Asie mineure de la deuxième moitié du XIXe siècle au premier quart du XXe. Quand on voit la carte des territoires perdus par l'Empire ottoman entre 1807 et 1950, on se rend compte des immenses bouleversements qui peuvent agiter ces régions à ce moment-là. Les judéo-espagnols ont tendance à se déplacer, mais au milieu d'autres populations qui se déplacent également. Alors, les frontières bougent, les populations se déplacent et les États-nations apparaissent. Donc le monde judéo-espagnol qui était dans ces frontières de l'Empire ottoman se trouve fragmenté et de nombreuses familles perçoivent l'absence de perspectives qui s'offrent à elles
vraiment, on ne se sent plus d'avenir dans ces nouvelles frontières, d'où le départ. Alors à ce moment-là, bon, seul ou en famille, on prend un vapor, hein, des messageries maritimes, on le retrouve dans de nombreux témoignages. Je crois qu'il y a une image, Alain, de cette compagnie des messageries maritimes qui revient. Alors non, ça c'est l'incendie de Salonique, il y a quelques documents de cartes postales que nous avons pu retrouver. Je crois que c'est après, Alain, s'il te plaît. Voilà, hein, donc par exemple le Pierre Loti, le paquebot des messageries maritimes, beaucoup de témoignages évoquent hein, ce passage à travers cette compagnie, à travers ce bateau. Donc on part et la France devient souvent une destination privilégiée. Alors pas la seule, hein, des fois c'est qu'une étape vers l'Amérique du Nord ou l'Amérique du Sud, mais la France, pour un grand nombre de judo-espagnols, est une terre d'accueil. Alors ça nous amène à notre deuxième question, pourquoi la France? Alors pour expliquer ce choix, il faut insister, alors ça a été fait largement avant moi, je le rappelle rapidement, sur la francophilie et la francophonie de nombreux judéo-espagnols. Cette situation est le résultat de plusieurs phénomènes. Alain, est-ce que tu peux changer de diapositive? Cory, Alain, quelqu'un? Voilà. Alors bien sûr, on l'a développé tout à l'heure, c'est le rôle déterminant de l'Alliance israélite universelle et celui un petit peu moins connu quand même aussi de la mission laïque. Des milliers de jeunes séfarades sont formés ainsi à la langue et à la culture française. Et à Salonique, par exemple, qui comptait 80 000 juifs en 1914, d'après le recensement qui avait été fait à cette époque, il n'y a pas moins de 7 quotidiens juifs de langue française qui existent. Donc c'est pour vous dire l'impact du français et de la culture française. Ne négligeons pas non plus au XXe siècle l'aura de la France auprès de nombreux juifs. Malgré l'affaire Dreyfus, on garde en mémoire l'émancipation acquise lors de la Révolution française, la tolérance religieuse et, bien entendu, le décret Crémieux. Et puis, dernier point qui apparaît au tableau aussi, la présence de l'armée d'Orient à Salonique dès 1915, qui ne fera que compléter ce rapprochement. Le contexte économique, bien entendu, de l'époque s'y prête. Après la Première Guerre mondiale, la France a besoin de main-d'œuvre, a besoin d'ouvriers, a besoin d'une main-d'œuvre immigrée pour les besoins de la reconstruction, alors qu'en même temps, les États-Unis, ou enfin pas tout à fait en même temps, un petit peu plus tard, les États-Unis ferment leurs portes par des lois d'immigration qui sont plus strictes. Alors, où s'installer en France et pourquoi faire? Pour les familles les plus aisées, la question ne se pose pas vraiment. On reprend souvent les activités développées dans les villes d'origine. Je prends dans le livre l'exemple des familles Saltiel ou Gattegno qui perpétuent à Marseille des activités de négoce, de cuir, de peau, déjà en œuvre à Salonique. Ces familles rejoignent souvent les quartiers un peu plus aisés, le 9e arrondissement à Paris ou l'avenue du Prado à Marseille. Pour les familles un peu plus modestes, qui sont quand même majoritaires et qui débarquent à Marseille, la première étape, et parfois la dernière, ce sont les quartiers populaires centraux, dans lesquels on assiste ensuite à un phénomène d'agrégation familiale. C'est le cas du quartier de la Roquette à Paris, je ne vous en dirai pas plus, ou de celui de l'Opéra à Marseille. Alors ce ne sont pas les seuls lieux d'implantation, on peut parler aussi du 20e arrondissement à Paris, du 9e ou du Panier à Marseille, mais ces quartiers-là, ces quartiers centraux, la Roquette ou le quartier de l'Opéra, deviennent les nouveaux lieux de la sociabilité judéo-espagnole et dans lesquels on trouve les principaux commerces, les produits d'Orient, les lieux de rencontre comme le restaurant le Bosphore. Comme de nombreux autres migrants, ces familles se retrouvent dans ces quartiers en raison de la faiblesse des loyers et des possibilités professionnelles, commerciales ou artisanales qu'ils offrent déjà à travers un tissu économique qui est déjà constitué. En effet, dans ces quartiers-là, les activités commerciales dominent, notamment dans le textile et les produits alimentaires. Et dans les petites villes comme Nîmes, le trait est encore plus marqué. On voit que quasiment 90% des familles travaillent dans la bonneterie. Alors à Nîmes, il y a deux exemples. Il y a ceux qui travaillent dans des commerces en dur et puis ceux qui travaillent dans des stands mobiles qui s'installent la journée autour des halles et qui sont rentrés ensuite le soir. On a fait une petite étude pour Marseille. Et on a pu constater la chose suivante. Les moins fortunés, ou ceux qui sont les plus récemment arrivés, généralement, ils sont marchands forains. Et ils déplacent leurs ballots sur les différents marchés, la place Gélu, la Canebière, etc. Alors, je crois qu'on a une photo là, voilà, qui montre la place Gélu à Marseille. Ensuite, il y a ce qu'on pourrait appeler
une sorte de, avec des guillemets, hein, une classe moyenne qui est constituée de détaillants qui possèdent un commerce en dur. Ils tiennent des bonnetteries, des merceries, des commerces d'alimentation. Et le dernier groupe est constitué des grossistes et des négociants, des courtiers, par exemple, comme les benvenistes, les aharias, les perarias, qui forment le panel le plus aisé de la communauté. Certains se sont hissés, d'ailleurs certaines familles se sont hissées à la tête de grandes sociétés. Toujours pour Marseille, on a Léon Perraria par exemple, qui est le directeur de la Société française des fruits et légumes, ou Albert Benveniste, qui est le président de la commerciale des riz. Alors l'enjeu après, c'est de savoir comment cette population s'intègre tout en conservant des traits qui lui sont propres. Parce qu'on sait par les témoignages, et là pas par les documents, que le judéo-espagnol, s'il est conservé parfois dans les familles, on interdit souvent aux enfants de le parler dans la rue et à l'école, et même on ne le transmet pas forcément. Souvent dans les témoignages, on dit quand mes parents ne voulaient pas que je comprenne, ils se parlaient entre eux en judéo-espagnol. Ça veut dire que la langue n'est pas forcément transmise au sein de ces familles. L'école, bon, l'école républicaine, c'est le puissant levier d'intégration bien sûr, et cette volonté d'intégration, elle se manifeste également à travers les nombreux engagements volontaires dans la Première ou dans la Seconde Guerre mondiale. Alors, selon Annie Benveniste, qui a fait une étude sur le quartier de la Roquette, 2000 juifs ottomans se sont engagés dans l'armée française en 1914. Et d'après les recherches que nous avons menées, notamment Muriel Ficotto et Sabi Soulam, on a pu voir qu'il y avait à peu près 800 engagés volontaires judéo-espagnols en France en 1939. Bon, on pourrait multiplier les exemples de cette volonté d'intégration. Alors, si cette volonté provoqua parfois une assimilation complète, on va voir que de nombreuses familles se sont éloignées de la communauté judéo-espagnole, du judaïsme. Par contre, chez certains, ça a provoqué aussi une volonté de préserver une identité juive et une culture, une sociabilité judéo-espagnole. Dans l'ouvrage, nous avons évoqué deux aspects. D'abord, le rôle joué par les éclaireurs israélites de France, ça a été dit tout à l'heure, donc je ne vais pas développer. Et puis aussi l'affirmation renouvelée d'un séphardisme moderne qui se constitue à travers des associations cultuelles de bienfaisance ou typiquement judéo-espagnoles. Alors on revient dans l'ouvrage sur l'association culturelle orientale de Paris, sur l'association culturelle séphardie de Paris par exemple. Et ce renouveau séphardi témoigne en fait d'une confiance qui est retrouvée, mais peut-être aussi d'un aveuglement face aux périls qui montent à partir du début des années 30. Alors pour conclure, en 1939, on a pu établir à peu près une estimation d'une présence de 35 000 personnes qu'on peut considérer comme judéo-espagnoles ou descendants de familles judéo-espagnoles. Alors, qu'elles soient éloignées du judaïsme, ou qu'elles en aient gardé qu'une partie des traits culturels, ou qu'elles se soient investies dans les associations séphardites, l'immense majorité de ces personnes ne sont pas préparées aux menaces qui les guettent et semblent même les ignorer. C'est-à-dire que dans les témoignages, ce qui nous a surpris souvent, c'est de voir à quel point les familles paraissent surprises de ce qui leur arrive à partir de 1940 et à partir de 1942, même pour Marseille. En fait, en 1939 et avant, la confiance dans la France, dans ses institutions, ses valeurs, apparaît comme solidement ancrée. On a l'impression qu'on est protégé. Et en fait, la déception et la vulnérabilité n'en sera que plus grande à partir de 1940. Je vous remercie. Bon, merci Xavier Rotea. En fin de compte, vous nous donnez des petits échantillons de ce livre qui nous mettent en appétit pour le lire. Donc on l'attend avec beaucoup d'impatience. Voilà. Juste une petite parenthèse, nous allons poursuivre bien entendu cette conférence. Signalons la présence, et bien entendu nous apprécions énormément la présence du grand rabbin de France, M. Chaim Korsiak, qui vient juste d'arriver. Voilà, simplement. Merci beaucoup, M. le grand rabbin de France. C'est gentil. Voilà, on poursuit. Refermons. Voilà, poursuivons. Alors, il y a combien de contributions dans votre livre? Au moins une vingtaine? Comment? Combien de contributions dans votre livre? En tout? Une vingtaine peut-être? 15. Bon, donc on va avoir là simplement une seconde contribution sur un point essentiel qui est la question des pays neutres. C'est Corinne Gutstadt,
si j'ai bien compris, elle a été vraiment une des chevilles ouvrières de l'événement que nous vivons ensemble aujourd'hui. Elle est docteure en histoire et en anthropologie. Elle a publié plusieurs livres. Comment ? En turcologie, excusez-moi. Elle a publié plusieurs livres sur la Turquie, malheureusement en allemand, en turc, en anglais. Mais enfin bref, on peut très bien connaître, sinon les 3 langues, du moins une des 3, et les lire. C'est facile aujourd'hui d'acheter des livres en langues étrangères. Et si j'ai bien compris aussi, elle est en train de travailler avec Serge Klarsfeld à un recueil de documents sur cette question des pays neutres. Voilà, donc c'est à elle de nous raconter un petit peu ce qu'elle a écrit pour cet ouvrage. Bonsoir et merci pour me présenter, pour la présentation. Et en plus, pour rappeler, il y a une chose que vous avez sauté, et je remercie encore Miguel parce qu'il y a 15 mois, justement, on a organisé ensemble une conférence sur la politique des pays neutres dans la Casa Sefarad, au centre Sefarad à Madrid. Et le livre vient de paraître et ça c'est possible de le charger sur l'Internet. Quelle langue ? En anglais. Alors, sauvetage ou rejet, la politique ambiguë des pays neutres à l'égard de leurs ressortissants juifs en France pendant la Shoah. Pourquoi les pays neutres ? Quel rapport entre la politique des pays neutres et le sort des Judéo-Espagnols en France pendant la Shoah ? Alain nous a donné une définition des Judéo-Espagnols et je suppose que beaucoup de personnes présentes dans la salle savent très bien pourquoi ils se considèrent Judéo-Espagnols. Mais sur les papiers et en conséquence dans les yeux des bourreaux allemands et des fonctionnaires de Vichy, ils étaient ou des Juifs français, ou des Turcs, ou des Espagnols, ou des Bulgares, ou Grecs, ou etc. Et, à l'exception de la Grèce, la plupart de ces pays étaient ou neutres, comme justement la Turquie, l'Espagne et le Portugal, ainsi que certains pays de l'Amérique latine, dont certains Judéo-Espagnols possédaient la nationalité, parce qu'ils sont venus, pas directement, mais par un petit détour sur le Cuba, l'Argentine ou le Brésil, ou ils étaient ressortissants des pays alliés à l'Allemagne, tels que la Bulgarie, l'Italie ou la Roumanie. Un certain nombre de Judéo-Espagnols venaient de la Roumanie. Et pour des raisons que je vais essayer de brièvement expliquer par la suite, les Juifs considérés comme ressortissants des pays neutres ou alliés de l'Allemagne étaient, pendant un certain temps, exemptés de certaines mesures antisémites. Cela était une particularité de la condition d'une grande partie des Juifs espagnols en comparaison avec les autres Juifs en France. Mais encore, ces exceptions dépendaient d'abord du fait que ces pays confirmaient leur nationalité et plus généralement dépendaient de la politique de ces pays. Alors, dans mon exposé, je vais essayer de traiter brièvement la politique des Allemands à l'égard, pourquoi ils ont fait ces exemptions, les activités de sauvetage par des consuls de ces pays, très brièvement la question de nationalité qui était un vrai casse-tête, et finalement le rapatriement. En fait, j'ai bien vu que Serge a déjà lu ce que j'ai écrit pour les livres, il a presque tous raconté. Merci, je vais essayer de me couper un peu. Bref. Alors, l'administration allemande du génocide et la question des Juifs étrangers. En principe, l'idéologie meurtrière des nazis cible tous les Juifs, sans distinction d'appartenance nationale. Mais dans la pratique, par crainte d'éventuelles répercussions sur la politique étrangère, déjà avant la guerre, le régime nazi se voit contraint de tenir compte des considérations de sa diplomatie et d'appliquer certaines mesures antisémites, mais pas à tous les Juifs étrangers. En 1940, suite à l'occupation des pays de l'Europe occidentale, et notamment de la France,
la question des Juifs étrangers devient encore plus importante pour les Allemands. Plus que la moitié des Juifs vivant en France sont des étrangers, citoyens d'une multitude de pays. Alors déjà à l'automne 1940, les premières lois anti-juives, telles que l'obligation de déclaration, soulèvent des protestations de plusieurs diplomates étrangers en faveur de leur ressortissance. Et au bout des longues négociations, les entreprises des Juifs des pays neutres ne seront pas arianisées, mais mises sous l'administration d'un gérant non juif de leur pays. Pourquoi ça? En fait, en plein génocide, on emploie des lois, ça c'est un peu... mais je crois d'abord, cette côté bureaucratique est une des particularités des nazis. Et deuxièmement, évidemment, il faut comprendre que les relations avec les pays neutres sont d'une importance énorme pour l'Allemagne. Il est utile de rappeler que jusqu'en décembre 1941, les États-Unis étaient encore neutres et l'Allemagne craignait des contre-mesures contre des dizaines de milliers des Allemands, en majorité pro-nazis, vivant aux États-Unis. Et après la rentrée des États-Unis en guerre, l'importance des autres pays neutres, notamment la Turquie, l'Espagne et le Portugal, augmente encore. Ces pays fournissent des minerais nécessaires à l'industrie de l'armement allemand. Et pour l'Allemagne en guerre, sur tous les fronts, la position pro-allemand, ou au moins la neutralité de ces pays, est essentielle. C'est pour ça qu'il prend toujours quand même en considération les interventions des consuls. En août 1941, les Juifs étrangers pris dans les rafles sont originaires d'au moins 30 pays différents. De nouveau, des diplomates de nombreux pays élèvent des protestations. Des lettres de l'ambassade de l'Allemagne mentionnent entre autres des interventions de Suisse, Espagne, Turquie, Chili, Mexique, Iran et autres. Alors, de l'automne, 16 des Juifs turcs et un petit nombre des Italiens emprisonnés sont relâchés suite à des interventions répétées de leurs consulats respectifs. Et fin février 1942, après d'assez longues négociations entre les diverses autorités allemandes, les Juifs possédant la nationalité des pays neutres et alliés finissent par être libérés des camps de Drancy et de Compiègne sous condition que leurs consulats respectifs confirment leur nationalité. Et vous pouvez lire dans un des avant-derniers livres d'Annette Viviorca les lettres de Zuckermann qui étaient justement dans la registration et qu'il faut préparer ces listes pour les consulats. Alors, il raconte dans son journal qu'il était prié de préparer ces listes. Et ceux libérés, c'est une petite minorité, il faut bien entendu, hein, parce que c'était les consulats qu'il fallait les trier, en fait. Mais suite à cela, des instances nazies à Berlin et à Paris élaborent des modalités de persécution et des règles d'exception en fonction des divers groupes des Juifs étrangers. Fin mai 1942, lorsqu'ils imposent le port de l'étoile jaune dans la zone occupée, les Allemands excluent les Juifs originaires des États neutres ou alliés, soit environ 10 000 personnes. Et les jargons nazis les classifiaient comme Nicht-Sternträger, alors non porteurs de l'étoile jaune. Il y avait toute une hiérarchie de persécutions avec des classements. Pendant un certain temps, ces Juifs ne figurent pas sur les listes des arrestations. Quant aux personnes déjà emprisonnées, ils sont encore classifiés non déportables et au camp de Drancy, ils sont logés dans des sections distinctes, différenciées par les cages d'escalier. Cependant, en règle générale, ces exemptions ne sont nullement garanties car les autorités allemandes font tous pour éviter d'exprimer par écrit ces
dispositions spéciales. En réalité, les exemptions sont souvent ignorées. C'est le cas, par exemple, quand il s'agit de remplir le prochain transport où il y a 10 personnes qui manquent, on prend n'importe qui, ou parce que le commandant d'une certaine région est particulièrement ambitieux que son territoire soit au plus vite judenfrei. Et par exemple, Alois Brunner, quand il a pris la direction de Drancy, il a souvent, il se foutait de toutes les nationalités. D'abord, il ne les a pas marquées. Et dans le diaporama qu'on a montré tout à l'heure, vous avez par exemple vu la famille Cavallero. Et j'ai trouvé un tout petit bout de papier dans une archive turque où le beau-fils de Madame Cavallero écrit au consul que tous les papiers de nationalité étaient déchirés par Brunner. Ou il dit pas c'est Brunner, mais ça se comprend que c'était ou bien lui ou un de ses... C'est bizarre. La violation des lois et des restrictions anti-juives, telles que l'interdiction de se rendre dans les cafés ou restaurants, de faire ses courses à une heure prohibée ou de posséder un téléphone, peuvent entraîner l'arrestation et la déportation, y compris des juifs possédant une citoyenneté neutre protectrice. Alors j'en ai des exemples. Mais malgré ces limitations dont je viens de parler, les diplomates des pays neutres disposent de multiples moyens pour protéger leurs ressortissants juifs. Et il faut regarder, ou ça c'est un de mes sujets, à voir comment ils ont utilisé ces moyens. Alors, les interventions consulaires. Le fait que les Allemands se trouvaient contraints à ces libérations dont je parlais et à ces exemptions était d'abord le contexte de leur politique étrangère, mais spécifiquement aussi un résultat des multiples interventions de certains consuls sur lieu. J'avais mentionné la libération des 16 juifs turcs arrêtés lors de la rafle du 11e. Suite à des interventions répétées, il a 3 fois répété son intervention, c'était le consul général Jevdet Dulgar. Il faut également évoquer l'engagement courageux du consul général italien, bien que allié à l'Allemagne, Gustavo Orlandino, qui était super actif, et ainsi que le consul espagnol Bernardo Roland, mais je crois dans cette salle, il n'y a pas besoin de le présenter. Son engagement courageux et vigoureux est bien connu. Dans cette salle ici se trouve nombre de personnes qui doivent leur vie ou celle de leurs parents ainsi que la leur aux activités d'un de ces diplomates. Et dans le livre, tout ça sera traité, vous trouverez plus de détails. Jusqu'à présent moins connu est le consul honoraire de la Turquie à Lyon, Albert Routier, alors en français, mais il travaillait pour et présentait la Turquie à Lyon, qui s'engageait sans cesse pour les nombreux juifs turcs, pas seulement à Lyon, mais dans toute la zone sud. Et je viens récemment de consulter ces archives qui sont vraiment impressionnantes. Ça se lit comme un guide des plusieurs communautés séfarades dans la zone sud. Et on trouve tout le monde qu'on connaît déjà des autres archives. Comme Roland, Routier aussi s'engageait également pour de nombreux juifs dont le papier n'était pas en règle selon des ordres rigides de Ankara ou de Madrid. Routier fournissait des attestations de nationalité aux juifs turcs qui avaient oublié de renouveler leur inscription, des papiers qui, pendant l'occupation, étaient salvateurs. Malheureusement, ces diplomates actifs se trouvent encore et encore bloqués par leurs supérieurs, soit les ambassades respectives, soit les gouvernements, qui d'un côté cherchaient de ne pas perturber leurs bonnes relations avec les Allemands et de l'autre côté étaient réticents à l'arrivée des Juifs dans leur pays. Plusieurs de ces consuls actifs furent sanctionnés. Dans le cas de Roland, sur pression des Allemands,
mais dans le cas de routiers, à l'initiative propre de l'ambassadeur turc. Et le consul portugais à Paris également fut rappelé à l'initiative de Salazar, qui à la fois était chef du gouvernement et ministre des Affaires étrangères. Les contradictions entre ces consuls sur place et leurs gouvernements respectifs se manifestaient principalement dans deux questions. Le traitement de leurs ressortissants juifs dont les papiers n'étaient pas à 100% en règle. Alors, en bref, la question de la nationalité. Et deuxièmement, la question du retour, ou en cas de l'Espagne ou du Portugal, l'immigration, parce que les Juifs possédant de la nationalité espagnole ou portugaise venaient aussi de Salonique ou de la Turquie, mais alors ce n'était pas un retour, mais une immigration. Brefement, alors la question du rapatriement. Okay. Alors je vais essayer de résumer très vite. C'est pas très bien d'être la toute dernière. Non, vous avez eu autant de temps que Xavier. Ah bon, pardon. Oui, dans presque tous les témoignages des Juifs espagnols sur la Shoah, la question de la nationalité apparaît comme un véritable casse-tête. Et alors, je ne vais pas rentrer dans les détails. On sait que depuis les années 30, la pratique de la déchéance de nationalité devient un instrument de la politique anti-juive en Allemagne, en Roumanie et en Italie. Mais ce qui est un peu surprenant ou vraiment tragique que pour les Juifs espagnols en France, c'est que c'est la Turquie qui n'avait pas des lois ouvertement antisémites, mais qui déprive des milliers de ses ressortissants juifs de leur nationalité. Et ça n'était pas un petit parti, mais sur les 6 à 8 000 juifs recensés en 1940 par les Allemands ou les Vichy en tant que Turcs, ils reconnaissent que 10 à 20%. Et pendant la Deuxième Guerre mondiale, ils dénaturalisaient, ils déchoient plusieurs milliers de leurs citoyens juifs dans les pays sous occupation allemande, dont 2 000 à 3 000 en France. Alors, et en fait, l'Espagne et le Portugal n'a quand même pas les promesses du fameux décret Rivera n'étaient jamais données parce que les applications restaient sans réponse. Et ça fait aussi que sur les 2000 juifs considérés par consul Roland en tant que citoyens espagnols, Madrid n'accepterait que 250. Et ça, c'est sur tous les pays concernés, ça joue un grand rôle dans la question du rapatriement. Parce que c'est souvent, la question du rapatriement est souvent présentée comme une question de sauvetage. Évidemment, les presque 2000 personnes qui étaient rapatriées étaient sauvées de la Shoah, mais il faut bien comprendre qu'au départ, c'était un chantage des Allemands qui voulaient, après les exemptions, quand même virer ces Juifs de la France. Et à partir de l'automne 1942, il impose un ultimatum au gouvernement neutre et allié où ces derniers rapatrient leurs ressortissants juifs, sinon ils seront traités comme les autres, c'est-à-dire déportables, ou sinon ils seront traités comme les autres, justement. Il me paraît utile de souligner la pervasité de ce chantage nazi à l'expulsion, car on présente souvent seulement la côté salvatrice. Et pendant un certain temps, la non-réaction de certains pays peut être comprise aussi comme une volonté de ne pas se soumettre à ce chantage. Mais évidemment, à partir de décembre 1942, après la déclaration des Alliés sur le génocide, les pays en question savaient très bien ce qu'ils faisaient et Serge Klarsfeld a déjà en fait raconté cette partie de mon discours. C'était ce qui est un peu surprenant,
que c'était justement les pays fascistes, le Portugal et l'Italie, qui ont rapatrié la plus grande partie de leurs citoyens. Pour le Portugal, c'était aussi une question qu'avec le cours de la guerre, le Portugal et l'Espagne ont essayé, évidemment, de se mettre à la côté vainqueur. Mais ce qui est surprenant, que la Turquie, dont le nombre de Juifs en question à être répatriés était avec distance là, beaucoup plus grand. Alors les Allemands leur ont demandé de rapatrier 5000 personnes et la Turquie finalement n'a rapatrié que 500, alors 10%. Mais je vais quand même finir avec une dernière phrase. Après la guerre, les personnalités séfarades, comme Sam Levy, le rédacteur du cahier séfardi, expriment leur déception. Mais il ne faut jamais oublier que seuls les Allemands sont responsables du génocide. C'est maintenant le temps d'une lecture d'un texte de Marcel Cohen, qui est en judéo, donc en espagnol, qui va être dit par Edmond Cohen et traduit également en français par Enea de Toledo, qui n'est autre que la fille d'Alain, bien entendu, comme vous l'avez deviné. Voilà, c'est une séquence relativement courte. Ensuite, il y aura un petit break de 10 minutes avec une surprise, donc vous resterez, si vous le souhaitez, gentiment assis pour déguster des borecs au fromage fait maison. Ça, voilà. Et ensuite, il y aura donc le concert tant attendu. Oui, je vais vous lire un texte de Marcel Cohen en judéo-espagnol, extrait de son livre « Lettre à Antonio Saura », son ami Antonio Saura, qui était un peintre, frère du cinéaste Carlos Saura, qui a entre autres fait le film Cría Cuervos, etc. Reyes descaídos son los saloneclis, descaídos y ainda más viejizicos. En New York o en Montreal, en París o en Londres, los puedes ver yéndose como pájaros enfermos que se acodran del sol. Queja ver, todo bueno, amacedan de pared en pared. No olvidar, esto es el negro puro. Se acodran del molo donde se iban a rafraguearse con un trespil en la mano, de la Torre Blanco que los turcos llamaban Beyazcule, de las murallas como el cal que parecían caerse tanto se reflejían en la mar. Se acodran del blue de la mar y del blue del cielo, de la dulzor del imbat, de los gritos de los pájaros de mar, del bilbil en los boscos, del chuflete de los vapores entrando al porto, de las largas olas de plata cuando salían. Se acodran del color de las flores y del pescado asado, de las noches de luna cuando iban a tomar el fresco en los kiosques de baño o en barquitas livianas, escuchando a la música lejana de un baile en bordo de las grandes naves iluminadas y mirando a los pescadicos que salían del agua. Se acodran de los 35 cales en los cuales por séculos se iban en función de su provincia de origen, el cal de Castilla y el cal de Aragón, el cal de Mayor y el cal de Pertucal. Se acodran de las llaves de sus casas de Toledo, Córdoba o Granada, que los padres guardaban para que los hijos no se olvidan el pasado y también, sin decirlo, en caso que les surrían más al de retornar. Se acodran de los doblones, patacones, maravedís y escudos que salvaron a la salida de España, haciéndoles preciosas yadranes que de madre a hija mujeres se metían con fostanes de Shabbat. Se acodran que fin al siglo XX
Los exilados de España no tuvieron ni el gusto de aprender realmente al griego o al turco, seguros que estaban de hablar la más preciosa lengua del mundo, una lengua jalis sagrada, dulce como la miel. Se acuerdan que al siglo XVII los mercaderes del orgulloso Luis XIV se debían de aprender judío para hacer sus hechos en Grecia y Turquía, que los primeros libros imprimidos en los Balcanes y Turquía lo fueron en ladino, que los sultanes, los pashas y los visires tenían doctores por matasanos, haciendo confianza solo a los médicos judíos descendientes de los médicos de Salamanca. Se acuerdan de los primeros sionistas que les toparon comiendo lucumicos, trabando Kiev y cantando las canticas viejas. Estos no se irán nunca a la Palestina, decían. Retornar a España, esto es lo que quieren. Se acuerdan, Antonio, y acordándose del nuevo Toledo, que fue Salonique, de la esplendor de esta madre de Israel en tierra turca, como la llamaban ellos, de su riqueza, de sus sabios, imprimidores y jajames que daban responsas a todas las juderías de la Europa, no saben cómo les cayó la estrella. Acordándose, mejor decir que pocos se acuerdan. 54.000 judíos de Salonique se murieron en Auschwitz con unos 100.000 sefardíes más. Noche y nube, Nacht und Nebel, los hijos de la luz se desmayaron al fondo de la noche. Bien que tout le monde saisisse le judéo-espagnol, on va comme faire une traduction. Voilà, Inéa, à vous. Les Saloniciens, c'est vrai, ont tous deux rois déchus, Antonio. Des rois déchus et désormais bien vieux. À New York, à Montréal, à Paris, à Londres, ils ont tout d'oiseaux dont on aurait rogné les ailes. Kechaber, tout va bien, mais ils se cognent au mur. Ne pas oublier, voilà le mal absolu. Ils se souviennent des quais où ils prenaient le frais en égrenant leurs treispiles, de la tour blanche baptisée Beyaz Koulé par les Turcs, des remparts de la vieille ville blanchie à la chaux dont les reflets tremblaient sur l'eau. Ils se souviennent du bleu de la mer et du bleu du ciel, de la douceur de l'imbat, du cri des oiseaux de mer, du bilbil dans les bosquets, de la sirène des navires entrant au port et des longues vagues argentées lorsqu'ils en ressortaient. Ils se souviennent de la saveur du poisson grillé, de l'odeur des fleurs, des nuits d'été lorsqu'ils flânaient autour des kiosques, des sorties en canot au clair de lune, avec pour fond sonore la musique lointaine d'un bal à bord des grands navires illuminés dans la rade, tandis que de minuscules poissons venaient respirer à la surface. Ils se souviennent des 35 cales qu'ils fréquentèrent des siècles durant, en fonction de leur province d'origine. Le cal des Castillans et le cal des Aragonais, le cal des Mallorquins et le cal des Portugais. Ils se souviennent des clés de leur maison de Tolède, de Cordoue ou de Grenade, que les pères remettaient solennellement à leurs fils pour qu'ils n'oublient rien du passé. Et aussi, sans trop oser l'avouer, dans l'hypothèse improbable où le Mazal voudrait qu'ils y retournent un jour. Ils se souviennent des rares doublons, patacons, maravédis et écus sauvés lors de l'expulsion d'Espagne, montés en précieux yadranes que les femmes portaient de mère en fille avec leurs robes de Shabbat. Ils savent que, jusqu'à la fin du XIXe siècle au moins, leurs ancêtres ne firent que peu d'efforts pour apprendre le grec ou le turc, tout à leur certitude d'avoir hérité de la plus précieuse langue de la terre, une langue khalis sacrée, douce comme le miel. Ils se souviennent qu'au XVIIe siècle, les envoyés de l'orgueilleux Louis XIV devaient apprendre le judio pour commercer en Grèce et en Turquie, que les premiers livres imprimés dans l'Empire ottoman le furent en ladino, que sultans, pachas et vizirs tenaient les médecins pour des assassins de bien portants, n'accordant leur confiance qu'aux praticiens juifs, héritiers des médecins de Salamanque. Ils se souviennent des premiers sionistes qui les découvrirent, dégustant leur loukoum, prenant leur kief et entonnant en chœur les vieilles romances.
Inutile de leur parler de la Palestine, concluait-il invariablement. Retourner en Espagne, c'est à peu près tout ce qu'ils désirent. Ils se souviennent et, évoquant cette nouvelle Tolède que fut Salonique, la splendeur de cette mer d'Israël en terre turque, ses richesses d'antan, ses savants et imprimeurs, ces rabbins célèbres adressant leurs responsaces à toutes les communautés d'Europe, ils ne comprennent pas que leur étoile ait pu à ce point s'assombrir. Ils se souviennent. Mieux vaudrait dire que peu se souviennent encore. 54 000 Saloniciens sont morts à Auschwitz, avec 100 000 autres séfarades. Nuée et brouillard, Nacht und Nebel, les fils de la lumière ont sombré dans la nuit. Merci. L'auteur est-il présent? Je vois que M. Marcel Cohen est dans la salle, l'écrivain. Non, on a cru avec Alain. Non. Alors, merci monsieur, merci mademoiselle. Je ne vois pas. Ah ben voilà. La suite, donc, alors que, comme vous le voyez, vous pouvez déguster donc l'une des spécialités, bien entendu, de la maison. Et ça continue d'ailleurs à bercer mon enfance quand je mange les boreks, que ce soit au fromage ou aux épinards. La suite, donc, dans une dizaine de minutes maintenant, je vais libérer cette scène pour assister à ce concert donc des Pacharos Sefaradis, bien sûr. Ils viennent spécialement d'Istanbul. Ils seront sur cette scène pour un concert d'une 40aine de minutes. Donc je vous demande de patienter, voilà, de déguster tranquillement. Et il y aura un buffet salé à l'issue du concert. Le buffet, voilà. Ce sont les boreks. Alors, donc c'était pas prévu comme ça, mais peu importe. Voilà. Profitez-en.